Bonjour, bon après-midi. D'abord, je voudrais un peu m'excuser parce que j'ai pas l'habitude de parler français. Je parle français simplement quand je suis en France. Autrement, rien. C'est pour ça que j'ai besoin de ma petite béquille où je me rappelle des expressions que j'écris en anglais et la traduction française qui, de temps en temps, change parce que les mots sont pas équivalents. D'abord, je vais commencer un peu par vous raconter un peu mon parcours parce que je crois que c'est pertinent. Je suis un enfant, je suis le fils de survivants de la Shoah, donc j'ai toujours été intéressé à la violence politique. Au début, j'étais intéressé au point de vue victime, parce que c'était mes parents, quoi, et comme mes parents, ils disaient rien. Là, j'ai commencé à étudier, quoi. J'ai fait ma thèse à Harvard, comment les gens pouvaient survivre émotionnellement les camps de concentration. Et puis après, j'ai fait deux doctorats en même temps, parce que je me suis intéressé on dit International Health, aux maladies tropiques, donc la santé internationale. Et j'ai joint la marine américaine parce qu'ils avaient 3 hôpitaux sur le paludisme, sur la fièvre jaune et sur la malaria. Non, schistosomiasis. Bilharzose? D'accord. Ça s'appelle schistosomiasis en anglais. Donc, j'étais au Japon quand il y avait eu les boat people, je ne sais pas comment on appelait ça en français. Les boat people. Les boat people, d'accord. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de traduction française. Au Cambodge, et comme personne ne faisait rien sauf la CIA, c'est là que j'ai joint la CIA. Donc j'étais un officier traitant, je ne suis plus médecin à la CIA. Et j'ai eu la chance d'être mis à une situation de génocide quand l'Union soviétique avait envahi l'Afghanistan, ils ont tué 10% de la population. Donc c'est assez énorme. Pour moi, c'était un génocide et j'ai eu la chance d'être d'abord affecté au Afghan Task Force à Washington et après d'être envoyé à Islamabad pour diriger la guerre. On était 2. Donc, rétrospectivement, ça m'a donné un avantage parce que j'étais ce que vous appelez maintenant un terroriste pendant 3 ans. Et je m'aperçois que beaucoup de choses qu'on écrit sur le terrorisme sont fausses. Et donc, j'ai pas perdu mon temps à fouiller des chemins qui n'aboutissaient nulle part, quoi. C'était des cul-de-sac. De là, j'étais affecté à New Delhi, où j'ai participé à l'arrêt d'une guerre, presque une guerre atomique entre le Pakistan et l'Inde, en avril 90. Et après ça, j'ai quitté l'agence et je suis revenu au civil. Et de là, je m'intéressais un peu à la psychiatrie, parce que la psychiatrie n'était plus freudienne. Dans les années 90, il y avait 2 grandes révolutions. Il y avait la révolution cognitive et aussi la révolution biologique, comme on dit aux États-Unis. De là, je suis devenu un psychiatre légiste, donc qui évaluait des gens qui étaient trouvés coupables, parce que normalement je témoignais simplement pour les death penalty, les peines de mort aux États-Unis. J'ai interviewé à peu près 500 types qui ont été trouvés coupables. Nous, aux États-Unis, c'est tout à fait différent parce qu'on a vraiment 2 procès. Le premier procès, c'est de trouver les gens coupables ou non. Et le deuxième, c'est de déterminer quelle punition. Alors qu'en France, ils font ça en même temps. Donc, il faut savoir que c'est un peu différent. Mais en même temps, quand j'étais à l'université de Pennsylvanie, où j'enseignais
le droit et la psychiatrie, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait The Salomon Asch Center for the Study of Ethnopolitical Conflict, donc avec une vision assez psychosociale, social psychology, on inverse ici, oui, psychosocial. Et j'ai lu un livre par Christopher Browning, Ordinary Men, dont la traduction était quoi? Des hommes ordinaires, des hommes ordinaires, qui a complètement changé ma vision. C'est-à-dire que je me suis aperçu que simplement en regardant, en étudiant les victimes, en fin de compte, il fallait plutôt étudier les meurtriers, les bourreaux, parce que s'il n'y a pas de bourreaux, il n'y a pas de victimes, quoi. Et de là, 3 ou 4 ans plus tard, il y a eu le 11 septembre. Alors, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'était est-ce que c'était des gens que moi j'avais formés personnellement? Non, parce qu'il y avait pas, il y avait que des Afghans quoi qui se battaient, donc il n'y avait pas d'Afghans dans Al-Qaïda dans le temps. Donc si ce n'était pas les gens que moi j'avais formés, qui étaient-ils? Et donc c'était le sujet de mon premier livre, Understanding Terror Network. Ça a eu un succès énorme aux États-Unis et de là. J'avais déjà un petit cabinet et tout ça, et j'ai dû tout fermer parce que je passais la plupart de mon temps en étant conseiller à presque tous les départements de sécurité aux États-Unis. On m'a redonné mes clearances. J'ai passé donc 1 an en Secret Service. Le Secret Service aux États-Unis, c'est le groupe qui protège le président. Et là, c'était de faire une stratégie qui protégeait donc le président des États-Unis contre une attaque de groupe, parce qu'ils font maintenant les attaques de personnes sanitaires assez bien maintenant aux États-Unis. Là, j'ai eu accès à tout le trafic qui venait, qui était secret, et ça, c'était donc le sujet de mon deuxième livre, Leaderless Jihad, parce que j'ai vu la transition entre les phénomènes de groupe à des phénomènes de personnes, des individus. J'étais d'ailleurs très critiqué pour ça à l'époque, mais j'ai eu raison. C'est ce qu'on voit assez maintenant, par exemple, ce qui s'est passé vendredi, c'est un peu ce genre de phénomène que j'avais déjà décrit il y a plus de 10 ans. Après ça, il y a eu... j'étais nommé Scholar in Residence pour un département de police, donc le département de police de New York. Et je crois que c'est le seul département de police qui avait un Scholar in Residence simplement pour 1 an. Mais je crois que c'était unique dans l'histoire des polices. C'est-à-dire que des trucs de renseignement, oui, quelquefois ils l'ont, mais la police, non. Mais il faut dire que la police new-yorkaise, c'est une police assez grande. Il y a 57 000 personnes à cette police, c'est énorme. Au Danemark, il y a simplement 5 500 policiers dans tout le pays. C'est pour ça qu'ils ont moins de crimes. Exact. Je vois, corrélation n'est pas causation. Mais et après ça, il y a eu donc chez nous le Major Nida al-Malik Hassan qui a fait son attentat à Fort Hood. Et de là, le chef de l'état-major de l'armée m'a appelé et j'ai été son conseiller pendant 3 ans et demi dans lequel j'ai regardé si jamais il y avait des insider threats, comme on dit. Je ne sais pas comment ils traduisent ça. Parce que, des menaces internes? Des menaces internes? Des menaces internes, oui, dans l'armée américaine. Et de là, on m'a envoyé à Kaboul en 2012 pour enquêter sur pourquoi la France a quitté l'Afghanistan, parce qu'il y a eu l'attentat contre la France. Il y a eu 7 militaires qui sont morts en janvier 2012. Et d'ailleurs, j'ai interviewé le type Sabour qui a tué. On l'avait capturé et j'avais interviewé. Après ça, j'ai quitté complètement le gouvernement il y a 5 ans, en avril 2013, et
la 5e dernière année, je me suis mis à prendre un peu de distance à ce que j'ai fait personnellement et d'essayer de réfléchir à ce que je faisais. J'avais tort, j'avais raison. C'est assez important, en fin de compte, d'avoir un recul, parce que quand on fait les choses, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est un peu triste, mais c'est un peu ça. Alors, maintenant, je comprends les erreurs que j'ai faites. Je comprends ce que j'ai bien fait par chance, presque. Et donc, je lis et j'écris. Et un des produits de mes dernières années, c'est ce livre-là qui s'appelle Turning to Political Violence. Je fais là. Oh. Voilà. Appuyer directement sur le 2, peut-être. Ah oui, Ouais, tiens, oui, d'accord. Non, ça va. Voilà. Ah, voilà. C'est bon. Ah non, Ouais, c'est moi qui ai fait tout à l'heure. J'ai voulu agrandir, mais ça a été une erreur. Il y a une intervention, mais je ne sais pas quoi. Voilà, c'est terminé, c'est tout ce que j'ai vu. C'était très intéressant. Merci, Marc. Est-ce qu'on réessaye de l'ouvrir? Comment c'est possible? Parce qu'il bouge le micro, il ne tient pas, c'est pour ça que le son n'est pas très sûr. Non, c'est bon. Est-ce que c'est la bonne... Attends, on va la Parce qu'il l'a mis sur le bureau, là, c'est instruit. Je peux la refermer? Ouais. Oui. Il est sur le bureau, normalement. C'est laquelle? Vous avez le temps, hein? Il est Présentation, je sais pas, il y en a une là. Mais il y en a aussi là. C'est ça, Ah, c'est ça. c'est là. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Toujours. Ah oui, c'est parce qu'il s'est sur un plan de mode. Ok. Non, pas encore. Si. Ok. Bon, alors là, je fais ça. Voilà, ça. Ok. Bon. Ouf. Après être revenu d'Afghanistan Oui, oui. et avoir survécu, bon. Alors, ce qui m'intéresse en fin de compte, c'est comment des gens normaux, quoi, deviennent des terroristes. C'est-à-dire le processus du passage à l'acte, à la violence politique. Et j'essaie de le comprendre à travers la perspective de la personne qui commet ces actes, des acteurs, parce qu'en fin de compte, c'est la seule perspective qui compte vraiment pour essayer de les comprendre. J'ai moi-même interviewé à peu près 42 personnes, certains des islamistes, très peu d'extrême droite, 5 types de Aum Shinrikyo qui vont être sûrement exécutés la semaine prochaine ou cette semaine à Tokyo. J'ai aussi eu accès à toutes les biographies, toutes les interviews qu'on a faites, que ce soit à Guantanamo, et moi-même j'étais à Guantanamo plusieurs fois. Donc, énormément de trucs, sauf que je peux rien écrire et je peux rien dire dessus. Alors, je suis un peu condamné, je ne peux pas écrire sur ce que je sais, je ne peux écrire ou dire sur ce que je ne sais pas. C'est un vrai travail d'universitaire. Oui, exact. Exact. Parce que même quand je fais mes expertises et que j'ai le droit à tout le dossier, aux États-Unis, on doit signer un non-disclosure agreement, donc un accord de confidentialité qui meurt avec moi. Donc, je ne peux pas attendre 5 ans, 10 ans. Mais j'ai beaucoup appris en parlant aux gens et j'ai utilisé ces méthodes qualitatives, maintenant ce qu'on fait aux États-Unis dans les sciences politiques, comme
process tracing, tracer le processus, je sais pas, je vois ça rarement en France. C'est pas encore très... ou alors prenant la théorie des ensembles flous de Charles Reagan, c'est encore pas connu non plus en France. Mais c'est assez intéressant parce que ça permet à faire des généralités quand on a des chiffres comme une cinquantaine, une centaine et pas 5000 comme ton échantillon. J'en ai très peu. Alors comme je ne pouvais pas écrire sur ce que je savais personnellement, je voulais donc adapter les théories que j'ai commencé à percevoir en cherchant sur des campagnes de violence historique. Alors ça c'est mon livre, ça commence à la Révolution française avec Charlotte Corday et la Terreur, et ça se termine à la Première Guerre mondiale. Et en passant par des républicains, des gens qui voulaient, des séparatistes, des royalistes, des gens qui voulaient leur groupe ethnique comme les suprémacistes blancs. Bien sûr, des gens politiques comme les anarchistes, socialistes, communistes et religieux, même des bouddhistes, comme je l'ai dit, j'ai un livre 5 types de Aum Shinrikyo. Et le bouddhisme, c'est intéressant parce que le bouddhisme est en fin de compte la religion la moins violente. C'est d'ailleurs une religion qui est militante, non violente. Mais même là, dans des religions comme ça, il y a des dérives, comme vous voyez, Myanmar, par exemple, où c'est des bouddhistes qui tuent des musulmans. Donc, on voit n'importe quelle idéologie peut mener à ça. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Alors, il y a des diversités de tactiques que j'ai vues, des émeutes, des meurtres ciblés, indiscriminés, différentes armes. Et donc, ce que j'ai fait pour ce livre, c'était de collectionner des comptes rendus historiques de procès à l'Ouest. Et pourquoi à l'Ouest? Parce que dans les colonies, on tuait les gens sans leur faire de procès. Donc, les données étaient très mauvaises. Il n'y avait qu'à l'Ouest vraiment qu'on avait des données. Et en France, la plupart sont à la Bibliothèque nationale, qui est en ligne d'ailleurs, qui c'est très bien. J'en ai trouvé d'autres, les trucs russes traduits. J'ai même eu la traduction du procès de Sarajevo, du archduc Ferdinand. Quelqu'un l'avait traduit en 2 volumes. Et tout ça, c'est bien parce que je voulais capturer les paroles de l'accusé. Et dans le temps, les accusés, en fin de compte, ça ne les dérangeait pas de se faire arrêter parce qu'ils attendaient le procès pour s'expliquer, pour dire pourquoi ils ont fait ça. C'était une forme de propagande. Et ce que j'ai découvert, c'est que les résultats historiques étaient très similaires avec mes travaux sur ce que j'appelle les néo-djihadistes globaux. Donc, c'était un peu ça ma méthodologie, et c'est le processus que je vais vous raconter maintenant. Alors d'abord, je commence toujours avec une personne normale. Les gens s'auto-catégorisent, c'est-à-dire que ils essayent de comprendre leur monde social en se disant « Ah, celui-là, il est comme moi, et celui-là, il n'est pas comme moi. » Donc, c'est normal, tout le monde fait ça. Et on a à peu près maintenant un demi-siècle d'expérience assez forte, robuste, des travaux de Henri Tachfeld des années 60, et maintenant il y a déjà 4 générations de ces étudiants qui poursuivent ça. Et c'est assez robuste, surtout en Europe, ce genre d'expérience. Alors donc, on comprend le monde social en réduisant des catégories qui s'opposent, nous, l'indogroupe, et eux, l'exogroupe. C'est un processus automatique, rapide, naturel, émotionnel. Ça fait partie de la nature humaine, ce qu'on appelle peut-être un cognitive heuristics, de façon de Daniel Kahneman.
Thinking Fast and Slow. Est-ce qu'ils ont sûrement traduit ça ici? Un bouquin fantastique que tout le monde devrait lire. C'est vraiment le bouquin scientifique sur la psychologie. Et bien sûr, lui, il a eu le prix Nobel en 2006. Mais moi, j'étais déjà un fervent Kahneman et Tverskyist au début des années 80 quand je les ai découverts. Alors, cette autocatégorisation est toujours en contraste avec un autre groupe et on se définit en contraste avec l'autre. Donc, l'exogroupe aide à définir l'indogroupe comme l'indogroupe se définit. Il y a beaucoup de groupes qui sont communs comme la race, la religion, le sexe, profession, nation, parti politique. Cette autocatégorisation n'est pas fixe, c'est-à-dire que c'est relatif à ce qui se passe. Par exemple, ici, je suis un genre de professeur, mais quand j'étais dans le train, je parlais à ma femme, donc j'étais un mari. Et on parlait de notre fils, donc j'étais un papa. Alors vous voyez que son identité change d'après le contexte. Et l'analyse de comportement des groupes, donc, doit être dialectique, c'est-à-dire doit prendre en compte le contexte, surtout l'exogroupe en contraste duquel on se définit. Ok, alors, numéro 1, on ne peut pas comprendre le terrorisme sans comprendre le groupe en contraste duquel les terroristes se définissent. Ça doit être toujours dialectique. Alors, quand on pense qu'on fait partie d'un groupe, il y a un biais naturel pro-groupe. On pense qu'on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts, quoi. Et c'est naturel, tout le monde pense ça. Mais ce qui veut dire, ça entraîne bien sûr une genre de discrimination envers l'exogroupe. C'est-à-dire qu'on choisit, si jamais on a du travail, on choisit quelqu'un de notre indogroupe et pas celui de l'exogroupe. Et comme membre de chaque indogroupe, c'est le concept de soi. Et ça, c'est assez difficile à expliquer à un Français, surtout à un Français. C'est-à-dire, quand je voyage beaucoup et quand j'essaye d'expliquer ça, j'arrive à me faire comprendre, sauf en France. Ce qui est intéressant, en fin de compte. C'est parce qu'en fin de compte, les Français sont très cartésiens. Alors quand ils écoutent et ils entendent à l'école « je pense donc je suis », ils en tirent une conclusion « je suis ce que je pense ». Ce qui est faux en fin de compte. On fait partie de son groupe. Mais en France, on définit ça d'une façon idéologique, il y a la laïcité, il y a énormément de trucs. C'est plutôt abstrait, être français, de la conception de soi française, qui en fin de compte n'existe pas tellement dans les autres pays, parce que c'est une conception beaucoup plus empirique. C'est-à-dire qu'on est tous Danois, et si jamais un Danois comme une brebis qui s'égare, on essaye de la ramener au troupeau. Alors qu'en France, non. En France, on définit la brebis comme la brebis, c'est une brebis laïque, et une brebis non laïque n'est pas française presque. C'est une exclusion. Alors vous voyez, il y a déjà un problème ici d'un Américain qui vient en France pour essayer d'expliquer ce genre de théorie. Alors la conception de soi, on est juste un membre de l'équipe, on n'est pas un individu, on voit très bien ça, non simplement une équipe de football, mais tous les fans qui sont au stade aussi, qui crient tout ça, on fait partie de ce groupe-là. On s'engage dans des activités de groupe pour des raisons collectives et non personnelles. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas si jamais le cost-benefit analysis, les bénéfices ou les coûts, c'est ça, de nos actions. On fait ça, on hurle, on a marqué un but, tout ça, et on ne regarde pas le coût et le bénéfice. On fait ça parce qu'on est membre de ce groupe. Et on voit les membres de l'exogroupe comme le stéréotype de ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire l'équipe adverse, c'est toujours l'ennemi, quoi. Vous voyez, les fans adverses sont des ennemis aussi. Alors, quand on fait des recherches dans le terrorisme,
il y a un problème, parce que les chercheurs s'autocatégorisent par opposition aux terroristes, qui sont réduits à des stéréotypes de ce que les chercheurs ne sont pas. Vous voyez, c'est très difficile de comprendre de l'intérieur. Et comme je vous ai dit, moi j'avais donc un petit avantage, c'est que j'étais terroriste dans le temps. Du moins, on dirait maintenant que je l'étais. Je l'étais pour mon État, bien sûr, mais en fin de compte, les tactiques qu'on usait, c'était des tactiques d'insurrection et donc des tactiques qu'on dirait maintenant terroristes. Alors, comment on arrivait... Ah tiens. Ah, on a cliqué, peut-être. Ouais, c'est bon, ça marche, je crois. Non? C'est là qu'il faut. Voilà. Alors, comment on arrive à la violence politique? Alors, première étape, c'est une activation d'une identité sociale politique. Alors, il y a une revendication qui divise les gens en deux groupes opposés autour de cette revendication. Par exemple, ici, à Grenoble, on me dit, c'est la première fois que je viens ici, c'est une ville universitaire. Disons que les étudiants n'aiment pas la nourriture et ils font une manifestation devant le bureau du président. Je ne sais pas ce que vous appelez, le doyen. Président. Le président de l'université, on n'aime pas la nourriture. Le président de l'université n'aime pas qu'on appelle à son autorité, donc il appelle le préfet qui envoie les policiers qui tapent sur les étudiants. Maintenant, la nourriture n'est plus importante. C'est le fait que les policiers ou les gendarmes ou l'armée a tapé sur les étudiants. C'est ça ce que je veux dire, ça politise la revendication. Et c'est vraiment ce qui s'était passé en Russie en 1862. Qui, 50 ans après, c'était vraiment le germe de la révolution russe. On voit très bien ça, quoi, dans beaucoup de pays où il y a ce genre de trucs, les manifestations d'étudiants qui sont très mal gérées par l'État. Alors, là, il y a une création d'une communauté imaginée de revendication politique, ce que j'appelle la CIRP en français. Et c'est une communauté imaginée, mais non imaginaire. C'est-à-dire que ça vient de Benedict Anderson, mais ça a été mal traduit, je crois, en français, parce que ça a été traduit par une communauté imaginaire. Non, c'est une communauté réelle, mais les gens s'imaginent qu'ils font partie de cette communauté parce qu'ils ne connaissent pas tout le monde, mais ils pensent qu'ils ont un genre de lien non simplement affectif, mais aussi de groupe avec cette personne. Donc, une communauté imaginée et non imaginaire. Et c'est donc la collection des individus qui partagent la même identité sociale politique. Les individus vont et viennent dans le groupe, c'est amorphe, c'est fluide, des frontières poreuses, ce que j'appelais dans le temps the social blob, le blob social. Pourquoi est-ce que ça veut dire blob? Ça veut rien dire du tout. C'est pour essayer de dire aux gens que tout le social network analysis, donc cette analyse de réseau, n'est pas tellement utile à ce niveau-là, parce que c'est une communauté imaginée et donc les liens sont imaginés. Et cette communauté vague évolue avec le temps et avec plusieurs années devient une contre-culture. Une nouvelle mode de vie, il y a des symboles et des manières de parler en commun, il y a même des manières de penser en commun, il y a des manières de sentir et se comporter dans le monde, il y a des rituels, des références, des standards communs. Ici, on parle des hippies des années 60. Bien sûr, les gens maintenant pensent salafisme, mais en fin de compte, ça c'est que on les appelait... les révolutionnaires, comment ils s'appelaient, les sans-culottes. Ça, c'est vraiment la culture sans-culotte de la Révolution. Les gens parlaient d'une certaine façon et ainsi de suite. Il y avait les nihilistes russes. C'était un peu la même chose. Ils parlaient d'une certaine façon. On avait les hippies dans les années 60. Maintenant, on a les salafistes. Vous voyez, c'est à peu près le même processus. Mais avec le temps, cette communauté devient donc une contre-culture. Et la
catégorisation du duo indo-groupe-exogroupe évolue avec le temps. Ça ne reste jamais toujours le même. Alors là, il y a un problème. C'est qu'on pense qu'on fait partie d'un de ces groupes. Quoi penser, comment agir, comment sentir, on ne sait pas. Alors la plupart des gens, ils regardent leur groupe et ils pensent, tiens, celui-là, c'est le type le plus représentatif de mon groupe, ça devient le prototype du groupe qu'on va imiter au point de vue action, pensée, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent être des prototypes de ce groupe, mais on en choisit quelques-uns qui sont le plus représentatif de l'indogroupe et le plus différent de l'exogroupe. C'est comme ça, en fin de compte, que les gens apprennent les mœurs de leur groupe, les normes de leur groupe. L'attraction pour le prototype inspire les autres à joindre le groupe. Il y a pas de recrutement. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que les hippies étaient cool et donc je voulais devenir hippie. Personne ne me recrutait pour devenir hippie. C'est un peu la même chose. Et donc, vous voyez, c'est un peu plus difficile. J'aimerais avoir des recruteurs, parce que là, on les identifie, on les supprime et il n'y a plus de problème. Mais en fin de compte, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'attraction pour le prototype. Donc, pas de recrutement nécessaire. Et les membres font ce qu'ils font parce que c'est ce qu'ils croient qu'ils sont. Vous voyez, on devient suicide bomber. Comment on dit ça? Les kamikazes. Ouais, kamikazes, ouais. Les kamikazes, bon, pauvres japonais, en fin de compte, ils ne méritent pas ça. Qu'on dit suicide bomb, mais d'après les japonais. Les attentats suicides, les auteurs des voilà, attentats suicides. Ils veulent le faire. C'est pas parce qu'ils ont été, il n'y a pas eu de lavage de cerveau, il n'y a pas eu. Vous voyez, les gens veulent se sacrifier pour le groupe. Et la CIRP, cette communauté imaginée de revendications politiques, est très rarement violente, sauf sous les 3 conditions suivantes. La première est celle-là, c'est l'escalation du conflit entre cette communauté et l'État. Alors, il y a un processus de surenchère mutuelle des deux groupes, et il y a un genre de glissement vers l'extrême. Les prototypes militants, maintenant, comme il y a toute une compétition entre différentes personnes qui veulent être les chefs de ce groupe. Les plus militants, quand il y a une hausse du conflit, une escalade du conflit, sont vus comme les plus représentatifs, donc le groupe devient plus militant, puisque ces prototypes-là définissent les normes du groupe, et donc ce groupe devient plus extrême. Les membres de l'indogroupe, normalement, ignorent leur propre violence et blâment tout sur l'exogroupe. C'est des attaques sans provocation. Et ils croient que les voix les plus extrémistes de l'autre groupe sont les plus représentatives. Alors, vous voyez, il y a ce genre d'escalade, de surenchère. Je dis bien que c'est l'État, c'est pas tellement les policiers en fin de compte, parce que les policiers qui doivent avoir beaucoup de blâme pour l'histoire française, surtout au XIXe siècle, maintenant commencent à devenir un peu mieux, et il y a beaucoup de police en fin de compte ici en France. C'est-à-dire que moi, je suis assez émerveillé qu'il y a très peu de morts pendant les émeutes, alors que nous, aux États-Unis, on a pas mal de morts pendant les émeutes. Dans les années 60, on a eu à peu près presque 200 de morts, alors que 68, il n'y avait personne. 5 morts et il n'y a presque rien, quoi. Mais par contre, la BAC... Pour la France, c'est beaucoup, donc tout le monde réagit. Hein. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, il y a l'insécurité en France. Vous avez à peu près 700 homicides par an. Et vous avez un certain sentiment d'insécurité en France, alors que nous, on a 18 000 homicides par an et on se sent très confortable aux États-Unis. Donc, vous avez des manifestations un peu à Washington de 2-3 personnes dans la rue par rapport à ça? Presque. Je peux te montrer les photos de ma femme, elle y était samedi.
à Washington. Mais c'est vrai que ce sentiment, en fin de compte, c'est subjectif, donc il n'y a pas de corrélation objective avec le nombre de morts et tout ça. Et beaucoup de policiers, quand je dis qu'il y a cette escalade de conflit, ils pensent toujours « Ah non, non, nous on fait pas ça », mais en fin de compte, il y a plusieurs polices. Alors, les CRS sont pas mal maintenant en France, alors que la BAC n'est pas du tout la même. c'est pas du tout la même chose. C'est une police presque de provocation qui rentre dans d'après Didier Fassin qui a démontré ça d'une façon assez intéressante. Mais ça, ce n'est pas que je veux dire un processus qui est unique à la France. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans presque tous les pays quand j'ai cherché ça. Alors, il n'y a pas simplement cette escalade du conflit. En fait, il y a aussi une surenchère rhétorique, ce que j'appellerais une radicalisation cumulative du discours. C'est-à-dire les concepts qu'on utilise sont des concepts, des métaphores de guerre, sont des concepts extrêmes. Et si jamais on commence à utiliser des concepts extrêmes, on n'utilise pas tous les concepts pour essayer de résoudre ces trucs. On se limite simplement à l'extrémisme et donc ça conduit à des solutions extrêmes aussi. Et bien sûr, ça baisse le seuil de la violence. Et ce que je veux dire, c'est pas tellement l'idéologie extrémiste qui compte, c'est le discours violent qui est important dans tout ça. Beaucoup de fois, c'est difficile à voir la différence, mais en fin de compte, c'est la violence du discours, pas tellement l'extrémisme de l'idéologie. Et ce processus, bien sûr, maintenant est amplifié par les réseaux sociaux, par les médias, parce que 140 caractères ne conduit pas à une analyse calme et bien pensée pour résoudre le problème. Moi, étant américain, je le vois tous les matins par mon président. Sauf quand la seule fois qu'il n'a pas envoyé de tweet, c'était hier matin quand l'actrice porno l'a accusé. Alors là, c'était le silence complet. Peut-être c'est le début de quelque chose. Alors, ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'est cette désillusion avec les façons légales d'adresser les revendications. Les gens parlent, et ça ne fait rien, quoi. Rien ne se fait. Alors, qu'est-ce qui se passe là? La plupart des gens, des contestataires, s'en vont. C'est vraiment le modèle de Albert Hirschman, Exit, Voice and Loyalty. Ça a été traduit en français? Oui, pareil. Ok. Avec un titre qui n'est pas du tout le même, mais le livre a été lu en français. Exit, Voice and Loyalty, d'accord, c'était... Alors, la plupart des gens exitent, donc, donc ces gens-là ont un genre de désillusionnement et une perte de croyance en leur efficacité. Et cette perte de croyance en leur efficacité est très importante, parce que c'est comme ça que les tyrans comme Staline et tout ça peuvent contrôler leur population, parce que les gens qui veulent faire une différence savent qu'il n'y aura pas de différence, et alors pourquoi le faire? Donc ils n'essayent même pas. Vous voyez? Mais il y a une petite minorité, la plus dévouée, la plus loyale au groupe, va redoubler d'efforts. Et je ne sais pas pourquoi Hirschman n'en a pas parlé, cette tranche, cette augmentation, mais on le voit assez souvent. Donc ces gens-là, ils ont un sentiment de désillusionnement avec l'État, et d'ailleurs c'est un procès de délégitimation de l'État et de la société, mais ils pensent toujours qu'ils sont efficaces. Il y a toujours cette croyance à leur propre efficacité. Ces deux conditions, la première condition qui est donc cette surenchère du conflit, quoi, et ce désillusionnement, c'est le sol fertile pour la troisième condition, qui est le choc moral contre une agression surprise de l'exogroupe vers l'indogroupe. Alors, peut-être l'État, il y a une bavure, ou je sais pas trop quoi. Là, on voit ça assez souvent, spontanément, non politiquement presque, dans les émeutes. C'est ce qui déclenche une émeute. La plupart du temps, c'est la mort d'un jeune.
Mais quand c'est beaucoup plus réfléchi et plus délibéré, là on peut venir au terrorisme, qui n'est pas spontané en fin de compte. Alors ce choc moral, c'est-à-dire cette agression, c'est un meurtre, une menace d'éliminer l'endogroupe, une punition injuste d'un membre, c'est vraiment la peine de mort pour quelqu'un qui a simplement contribué quelques dollars, disons, au groupe, des insultes contre les symboles de leur identité, c'est-à-dire comme les dessins du prophète, par exemple. Et là, il y a quelques-uns qui disent trop c'est trop, assez ça suffit, et donc l'endogroupe doit se défendre contre l'exogroupe. Et c'est un peu ça maintenant qu'on franchit le seuil de la violence. Alors, la deuxième étape, c'est cette activation d'une identité sociale martiale, c'est-à-dire que très peu de la communauté originelle se portent volontaires comme soldats pour défendre leur communauté imaginée contre les attaques de l'exogroupe. La plupart du temps, c'est l'État. Et la plupart, c'est juste une dérive vers le rôle de soldat. Et un soldat, bien sûr, tue. C'est ce qu'il fait. Il tue pour sa communauté. Ce processus peut être court, il peut être long. Il n'y a pas de vraie étape pour ce chemin, c'est plutôt les gens voient des bébés ou des jeunes personnes qui sont tuées par les barrel bombs, les tonneaux, les bombes à tonneaux d'Assad, et ils se disent il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose. Ils commencent à réaliser leur nouvelle identité, il y a des activités paramilitaires. Nous, on a paintball. Paintball, en français. Paintball. J'adore le français. Je vois que maintenant, c'est pas le français qui colonise le reste du monde, c'est plutôt nous. Il ne faut pas l'exclure complètement. Alors, paintball, faire du camping dans la montagne pour se durcir. Et bien sûr, ces activités paramilitaires, ça renforce leur identité martiale. Et ils sont prêts à se sacrifier pour leurs camarades, c'est-à-dire leur groupe et leur cause. Et là, ils commencent à s'isoler graduellement de leur anciens camarades, cette communauté imaginée de revendications politiques, et forment un nouveau endogroupe violent. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont à l'aise avec ceux qui pensent comme eux, qui partagent leurs sentiments. Pourquoi ils sont à l'aise avec eux? Parce qu'ils n'ont pas à s'expliquer. Ils se comprennent. Et de l'autre côté, les autres les évitent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ceux-là vont faire des bêtises et eux, ils ne veulent pas avoir de problème avec les autorités. Alors, vous voyez, il y a deux dynamiques qui séparent ces trucs. Et bien sûr, ils redessinent les frontières de leur exogroupe, c'est-à-dire de ceux qui sont et de ce qu'ils ne sont pas, en incluant la société, leurs ex-camarades, et qui deviennent maintenant des cibles légitimes de leur violence. Et ces gens-là, ces gens violents, ils se sentent spéciaux, différents, supérieurs à leurs anciens camarades, parce que c'est l'avant-garde de la révolution, c'est l'avant-garde du djihad, ils font l'histoire, donc c'est beaucoup plus important. Non. Alors, la dynamique de la violence, maintenant, c'est l'émergence de cette bande de potes violents. Avant, j'étais connu pour ma théorie de bande de potes, a bunch of guys. En fin de compte, ce que je voulais dire, c'était a bunch of violent guys. Donc, une bande de potes violents. Par le bas, c'est un système d'autosélection. C'est difficile à détecter avant le déclenchement de la violence. C'est un phénomène de groupe en discussion constante de surenchère mutuelle. Et ces discussions, c'est vraiment le moteur qui pousse cette dynamique. C'est-à-dire les gens parlent constamment. Avant, ils parlaient constamment face à face. Ils n'avaient pas d'autres moyens. Mais maintenant, c'est de plus en plus dans les réseaux sociaux, c'est virtuel. Et on le voit de plus en plus maintenant d'ailleurs.
Alors, les bandes de pas de violence, c'est très instable parce qu'il n'y a pas d'autorité du haut pour résoudre les disputes inévitables entre eux. Les conflits de personnalité entre rivaux se font passer pour des conflits idéologiques. Il y a un genre de continuum d'engagement. Il y a d'abord le noyau actif, c'est-à-dire qu'ils initient et conduisent les attentats. Il y a les associés qui participent à part entière, mais qui n'auront pas initié les attentats. C'est-à-dire que les associés peuvent être des plus grands meurtriers, mais eux n'ont pas cette initiative du noyau dur, quoi. Et il y a les gens périphériques qui savent un peu ce qui se passe, mais ils veulent pas trop savoir, mais c'est les anciens copains, et donc ils ne peuvent pas refuser leurs anciens copains de l'aide, par exemple. Est-ce que je peux dormir les 2 prochains jours chez toi pour me cacher? C'est ton copain d'enfance. Tu as du mal à dire non. Même si tu sais que le type fait quelque chose de louche, tu ne sais pas exactement quoi. Les nouveaux venus sont volontaires. Ils sont attirés par les prototypes de cette bande de potes violents. Il n'y a pas de recrutement, la participation n'est pas statique. C'est-à-dire, ils participent de temps en temps là, et puis après, il y a quelque chose d'autre qui se passe, et je sais pas, ils ont un parent qui est malade, et donc, ils quittent le groupe, s'occupent de ça, et puis après, ils reviennent. Donc, moi, je trouve que l'idée juridique française, qui est l'association de malfaiteurs terroristes, j'aime pas tellement ça comme américain, je veux dire, parce que c'est trop statique, qu'il faut démontrer quand c'est... il faut voir le contexte. Et ça, je vois pas qu'ils font... Ils le faisaient dans le temps, il y a 20 ans, par exemple, quand cette idée d'association de malfaiteurs terroristes qui est venue en France, quoi, en 96, je crois. Ils étaient très... au début, ils faisaient attention au contexte, mais maintenant beaucoup moins, d'après ce que je vois, les différents trucs. Il y a une forte demande de temps pour la violence. Et donc, on doit avoir une disponibilité biographique. La plupart du temps, c'est dans une transition de la vie, il n'y a pas d'engagement professionnel ou familial qui peut... Par exemple, ces gens-là sont mariés, un peu comme la copine du type là, qui a fait vendredi dernier. Mais ceux-là ont la même idéologie, donc ils se montrent mutuellement, alors que si jamais on est marié à quelqu'un qui partage pas les idées, on doit ou choisir ou les idées ou sa conjointe ou ce conjoint, et parce que beaucoup de fois ce sont des femmes qui sont violentes. Il faut pas penser que parce que maintenant on a les néo-djihadistes qui sont la plupart des hommes. Dans l'histoire du terrorisme, à peu près 40% étaient des femmes. Hein. Les femmes sont... C'est assez marrant, mais les femmes peuvent avoir des idées politiques et peuvent s'engager, passer à l'acte à cause de ça. Il y a beaucoup de gens machos, comme les néo-djihadistes, qui ne pensent pas à ça, mais en fin de compte, les femmes sont très importantes. D'ailleurs, dans les années 70, les policiers allemands disaient tirer sur les femmes d'abord parce qu'elles sont plus dangereuses. Donc, vous voyez que les temps ont un peu changé. Mais cette disponibilité biographique est très importante, et je crois que Xavier Crétier, qui a fait sa petite étude là, sur un échantillon de 14, c'est ce qu'il a trouvé qui l'a surpris le plus, je crois. Et les liens affectifs, l'esprit de corps, comme ils disent en France, forgés dans l'adversité, sont très très importantes. Il y a une promiscuité sexuelle dans ces groupes qui est incroyable. C'est comme, même les néo-djihadistes, c'est comme un genre de musical chair. Les chaises musicales, c'est ça? C'est la même chose en France, où les gens changent de partenaire pas toutes les semaines, mais tous les 3 mois. Mais... Des chairs musicales, c'est ça. Exactement, les chairs musicales plutôt que chaises musicales. Très bien. Un jeu de mots qu'on ne peut pas traduire en anglais. Ah, musical... Non. Non. Okay.
Et n'importe quel essai pour essayer de comprendre l'autre amène des questions dans son propre groupe. Et les gens disent, mais si tu essaies de comprendre l'autre, de quel côté est-ce que tu es? Et c'est un peu ce que moi je commence à ressentir les 2 dernières années quand j'ai commencé à essayer de comprendre la dynamique interne des terroristes. Mais de quel côté tu es, Marc? Je pensais que tu étais un des nôtres. et c'est bien vrai. C'est dommage, c'est que je comprends pourquoi, mais en fin de compte, il faut comprendre l'autre. Bon, alors là, je parlais plutôt des individus, mais bien sûr, la plupart du temps, il y a un attentat et c'est tout. Pourquoi? Parce que les gens sont arrêtés. Le premier attentat, c'est donc le dernier. Ils sont ou arrêtés, ou ils sont tués. Mais si le groupe survit, sa dynamique favorise la violence. Les leaders doivent se défendre contre leurs rivaux plus radicaux qu'eux. Mais aussi, si jamais ils entrent dans la clandestinité, comme les gens vraiment s'ennuient dans la clandestinité, pour qu'ils restent dans le groupe, il faut toujours qu'il y ait une action. Sans ça, eux aussi vont disparaître. La violence amène la même dérive vers l'extrême des 2 côtés. Les agents de l'État, maintenant, c'est les vengeurs des victimes de l'exogroupe. C'est plus les agents de la paix, quoi. Non plus les gardiens de la paix. Il y a un culte de la violence des 2 côtés et tous les moyens d'accomplir les objectifs deviennent légitimes. La torture, comme on le voit très bien ce qui s'était passé aux États-Unis pendant 5-6 ans, moins maintenant, mais même par exemple pendant la guerre d'Algérie, vous voyez, la torture était complètement systématique dans l'armée française pendant 7 ans. Et ça, c'est tout à fait naturel, cette dérive. Je blâme pas les gens, c'est un peu le processus que je décrit. Les meurtres indiscriminés et ainsi de suite. Et ce que je veux dire, c'est que l'esprit de corps est toujours plus important que les principes politiques abstraits. Et ça veut dire que dans beaucoup de groupes qui étaient purement politiques, violents, il y a une dérive vers le banditisme, comme Abu Sayyaf, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens ont des armes et comme ils dévalisent des banques pour supporter leur action politique, se disent « Ah oui, bon, on peut toujours dévaliser les banques et voilà. » Donc, il y a une dérive pour la facilité de ça. Et la répression de cette communauté imaginée de revendication politique qui n'est pas violente. Il y a la bande de potes violentes, mais les autres ne sont pas violents, poussent beaucoup de ses membres vers la clandestinité et augmentent les effectifs des gens violents. Alors, ce que je vais dire en conclusion, c'est que ça doit être très très ciblé, la répression. La répression, bien sûr, est nécessaire, mais ça doit être ciblé. Mais même la vie clandestine apporte une certaine dynamique mentale. C'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement des horizons cognitifs. C'est-à-dire que les gens ne pensent qu'à la violence, ils ne pensent qu'à leur programme politique. Ils pensent à leurs collègues, ils ne pensent pas à beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que c'est dans la clandestinité, donc ils ne parlent qu'à eux-mêmes. Le groupe est très très rétréci. Il y a une obsession de l'ennemi, il y a un durcissement des croyances, et il y a surtout, qui est une surprise pour moi, une surestimation de leur popularité. Ils pensent toujours que la révolution est au coin de la rue, around the corner, de l'autre côté du coin de la rue, quoi, où le djihad, tout le monde va joindre le djihad. Et ça, je vois ça à tout le monde. Pourquoi? Parce que si tous les gens avec lesquels on parle pensent la même chose, ils pensent que tout le monde pense la même chose. Vous voyez, c'est parce que leurs relations sont très restreintes que Alors, la bande de potes violents apparaît irrationnelle à cause de l'opacité de leurs croyances, fanatique à cause de la force de leurs croyances et rigide parce qu'ils résistent aux arguments venant de l'extérieur. Et donc,
cette notion qui sont irrationnelles, fanatiques et rigides, ça réduit des dynamiques de groupe à des traits de personnalité. Et donc, bien sûr, les psychologues arrivent et en fin de compte, je vais vous expliquer que la violence politique est politique et non psychologique. Cette haine pathologique, c'est un peu... Et avec le temps, ça transforme la bande de potes violente, ces survivants-là, en une organisation hiérarchique, secrète, disciplinée, sécuritaire, un peu comme le IRA, ETA et tout ça. Ce sont des groupes qui ont survécu beaucoup d'années à la répression. Alors, ce que je vous ai présenté là, c'est un nouveau paradigme de la violence politique. La violence politique émerge de l'interaction entre cette communauté imaginée de revendication politique et l'État. Il y a une activation d'une identité sociale politisée, mais cette communauté est toujours non violente. Elle devient violente sous 3 conditions: l'escalade du conflit avec l'État, avec la radicalisation du discours, le désillusionnement de la capacité des moyens légaux sur la capacité des moyens légaux à résoudre leurs revendications, et la 3e, ce choc moral envers une grande agression surprise de l'exogroupe, donc l'élément affectif qui pousse tout ça. Et très peu, donc, ont cette identité martiale pour protéger leur communauté qui deviennent des bandes de potes violents, qui bien sûr conduit à la violence. Alors, ce que j'essaye de vous démontrer, c'est que la violence politique est d'abord et surtout le produit d'un processus politique et social, et non d'une idéologie ou d'une personnalité aberrante. Il n'y a pas de prédisposition criminelle, psychologique, idéologique importante. D'ailleurs, les profils varient d'un pays à l'autre. L'identité sociale est plus importante que l'idéologie et l'intérêt propre. Il n'y a pas de radicalisation sans identification avec le groupe. Et ça fait partie de la nature humaine. C'est pas une aberration. Ça, c'est un peu universel et ça remonte aux cavernes, où je sais pas ce qu'on avait dans le temps, c'était plutôt vers le Kenya, parce que les cavernes, c'était ici. Donc, beaucoup plus... C'est la fin de la préhistoire, quoi. Et donc, les petits villages qui se tapaient sur l'autre, c'est toujours comme ça. Et ça veut dire qu'on doit toujours avoir une vigilance contre un processus naturel de surenchère sociale. Le paradoxe, c'est que dès que la violence éclate, l'audience ne s'intéresse qu'à elle et plus aux revendications. Alors, les gens qui prennent la violence presque perdent au point de vue politique. Et le modèle que je vous décris peut être testé, que d'ailleurs je l'ai fait avec plusieurs expérimentations et les moyens méthodologiques que j'avais expliqués avant. Au point de vue de ce qui concerne maintenant les gens, c'est-à-dire Al-Qaïda, l'État islamique, la contre-insurrection d'ailleurs même, cette communauté imaginée de revendications politiques, c'est ce que j'appelle la Néouma. La Néouma, c'est pas la Ouma. La Ouma, c'est 1,7 milliard de personnes. Non, ça c'est les néo-djihadistes, sont les quelques milliers qui pensent, qui représentent, sont les seuls musulmans, les vrais musulmans, qui pensent représenter le reste des musulmans. Et alors, comme c'est une communauté imaginée, que Al-Qaïda et l'État islamique rétrécissent, d'accord, c'est un peu le fait maintenant. Mais les gens qui s'imaginent, qui s'identifient avec eux, peuvent toujours augmenter. Et c'est un peu ça qu'on voit. Oui, et donc, les bombarder là-bas, à l'étranger, ça peut inspirer le terrorisme maison. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici, aux États-Unis aussi. On peut éliminer donc Al-Qaïda et l'État islamique et les attaques dirigées directement par Al-Qaïda et l'État islamique, mais ceux qui sont ici, qui s'identifient avec les victimes là-bas,
peuvent commettre des représailles ici. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que éliminer le groupe là-bas. Contrer l'extrémisme violent, c'est-à-dire c'est CVE, comme on dit en anglais, Counter Violent Extremism. Donc, l'idéologie, alors là, ils amènent des imams qui vont expliquer le vrai islam à ces jeunes-là. Tout ça, c'est de la bêtise. L'idéologie d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est simple, c'est « Make Islam great again ». C'était un concept inspiré par la campagne de Trump. Quand j'ai entendu ça, je me dis « Mais c'est exactement mes néo-djihadistes que j'ai entendus ». Et bien sûr, les actualités sont toujours interprétées par le prisme de leur identité sociale et donc un rejet complet de la propagande de l'exto-groupe. C'est-à-dire que nous, on avait aux États-Unis, département d'État avait même un site qui disait « Ah non, non, ils ont tort » et tout ça. Bon, ça a duré pendant 3 ans. Je crois qu'ils l'ont éliminé parce que ça marchait pas du tout. Personne ne le regardait. Et mais ça a un effet sur son propre groupe parce que ça durcit ses propres préjugés envers l'autre. C'est-à-dire que ça n'affecte pas l'autre, mais ça affecte nous. Les solitaires le sont simplement physiquement, mais ils font partie de cette néo-Oumma imaginée. Il n'y a pas besoin de lien avec Al-Qaïda ou l'État islamique, ou même avec un groupe terroriste domestique. En France, ce qu'on a vu, c'était un genre de mélange d'attentats dirigés de la Syrie, par exemple le 13 novembre, mais aussi il y a beaucoup d'attentats qui sont des gens seuls, qui font ça au nom de l'État islamique. Et par exemple, le 14 juillet, j'ai l'impression que c'était ce genre d'attentat, mais comme le type est mort, il n'y aura pas de procès, donc j'aurai pas le dossier. J'ai simplement les données, surtout le jugement du procès, qui est pas mal en France, en fin de compte. J'ai toujours besoin de faits, de données fiables. Et j'utilise maintenant les jugements des procès ici en France parce que je trouve que c'est bien mieux que ce que je lis dans la presse. Aussi aux États-Unis, c'est marrant parce que j'ai écrit un livre, mon premier livre, Understanding Terror Network, qui a été traduit en français, je crois. C'est peut-être le livre le plus cité maintenant dans le terrorisme. Mais c'est cité pour les mauvaises raisons. C'est que la plupart des gens qui le citent, ce sont ceux qui sont les techniciens, c'est-à-dire ceux qui analysent les réseaux sociaux, social network analysis, parce que c'est un peu ça. Et chaque fois, je vois que dans Google Scholar, que je reçois une alerte, vous êtes cité, que je regarde le groupe, et le groupe, c'est toujours un type qui ne comprend rien au terrorisme et qui essaye de trouver une solution technique de comment identifier les terrorismes par les réseaux sociaux. Alors, ce que je leur dis, c'est pas du tout utile pour détecter les solitaires, parce que les liens sont des liens imaginés et sont pas des liens physiques. Maintenant. Et je peux parler de la contre-insurrection, mais déjà, j'ai beaucoup parlé sur autre chose. Alors, que faire? Première chose, prévenir, c'est-à-dire empêcher les disputes de dériver, les disputes privées de devenir politiques, ne pas stigmatiser une communauté en faisant un bouc émissaire, adapter des procédures pour adresser les revendications valides de façon légitime, éduquer le public sur les revendications légitimes d'une communauté, pas d'escalade en face de défis non violents, ne pas confondre une revendication non violente et légitime avec les bandes de potes violents, punir les membres d'une communauté imaginée qui est non violente peut les forcer à se tourner vers la violence. Ne pas monter le ton du discours ou même calomnier les gens d'une communauté, éviter les métaphores de guerre,
Tester formellement les indicateurs de la radicalisation, c'est-à-dire trouver sensitivity, specificity et ainsi de suite, que personne ne fait. Les corrélations sont très faibles avec les bandes de pas de violence, d'après l'image que j'ai vue, parce que j'ai fait une étude sur le no-fly list aux États-Unis, et j'ai trouvé une sensitivité de 0. Ce qui n'est pas bien. Entre quels critères et... Les critères qui étaient dans un manuel qui a été publié en 2013 sur les 10 critères pour mettre quelqu'un dans le no-fly list aux États-Unis. Okay. Et ces critères ne sont pas opérants. C'est ça, ils ne sont pas opérants du tout. Et donc c'est le deuxième chapitre de Misunderstanding Terrorism. C'est un peu ça que j'ai un peu développé ça. Et j'ai fait ça d'une façon bayésienne. Donc j'ai engagé les porteurs de revendications dans l'arène politique, au moins les écouter, négocier si approprié, au moins c'est leur montrer un peu de respect, pas d'agression injuste contre cette communauté, pas de recours excessif à la force. Contre cette communauté, on a besoin d'une force de police bien entraînée et disciplinée, s'occupant et contrôlant d'une façon équitable de tout segment social marginal, tenir la police responsable de ses vices ou des brutalités à travers les procédures transparentes. Il y a des progrès en France, mais il y a aussi des reculs en France. Au Danemark, c'est très différent, par exemple. En Allemagne, c'est très différent aussi, comme tu l'as démontré dans ton bouquin. Nos États-Unis, c'est un peu un désastre. C'est pour ça qu'on a Black Lives Matter. Donc, ça dépend, quoi, dans tous les pays. C'est pas simplement ici. Mais une fois que la violence, on a franchi le seuil de la violence, quoi faire? Alors là, une justice équitable, si c'est une menace étrangère, la contenir à l'extérieur, il ne faut pas mélanger ensemble des menaces multiples mais locales, ne pas en faire une menace coordonnée globale. On a l'habitude de faire ça, que ce soit la menace anarchiste, que ce soit, les gens pensaient qu'il y avait une anarchie internationale, il y avait un Comintern noir, pas rouge. Effectivement, il y a un Comintern rouge après 1917, mais il n'y avait pas de truc anarchiste. Et il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple. Même la Révolution française, tous les autres pays européens avaient une peur absolue qu'il y avait un genre de complot la première partie du 19e siècle. Et d'ailleurs, ça a créé la plupart des polices européennes, en fin de compte. Ça, c'est venu de la peur de ce complot. L'outrage envers des bombardements de l'État, son propre État là-bas peut inspirer des représailles violentes ici. On voit ça très bien aux États-Unis, c'est tous nos cas en fin de compte aux États-Unis, quelques-uns des Français aussi. Alors, si la menace est domestique, il faut briser le cycle de la violence par une justice équitable. La répression doit être ciblée et proportionnelle, juger seulement les gens qui ont du sang sur les mains, c'est-à-dire les bandes de pas de violents. Et là, c'est vraiment la grande stratégie, c'est-à-dire il faut isoler les gens qui sont violents dans la grande communauté de revendications imaginées, faciliter le rejet des gens violents par cette communauté et de réintégrer cette communauté dans la société, au lieu de taper dessus et de créer plus de problèmes en fin de compte. Alors il faut créer le sentiment d'une identité nationale plus fort que celui de cette communauté imaginée de revendication politique. Le nationalisme, ça c'est ce qu'ils essayent de faire au Danemark, c'est ce qu'ils essayent de faire dans beaucoup de pays, mais c'est pas ce qu'ils essayent de faire en France. Ça c'est la grande difficulté que je vois en France. En faire des hors-la-loi, ça crée une barrière impénétrable qui empêche leur insertion sociale. Parce que ils auront des problèmes pour voter, pour avoir des bénéfices et ainsi de suite, qui vient en fin de compte avec l'état civil. C'est ça comme on dit.
Nous, si jamais quelqu'un est convicted, trouvé coupable, comment? Convaincu. Condamné, oui, condamné aux États-Unis à ce qu'on appelle un felony, donc pas un misdemeanor, un felony. Je ne sais pas quelle est. Non, c'est de trahison. Non, felony, c'est pas une trahison. Par exemple, un meurtre, c'est un felony, mais et maintenant, un genre de crime. Mais par exemple, avant d'avoir plusieurs grammes de marijuana, c'était un felony, mais d'avoir un seul joint, c'était un misdemeanor. En France, on a un autre système juridique, mais on pourrait dire un crime. Alors que felony. On n'a plus le droit de voter aux États-Unis, on n'a plus de droit civil. Alors ça fait que, comme les Noirs sont ciblés, il y a 7 millions de Noirs qui ne peuvent pas voter aux États-Unis. Et surtout dans le Sud, c'est pour ça que le Sud est très républicain, et donc on leur enlève l'état civil. Et vous voyez, c'est un peu ça que je suis en train de dire, il ne faut pas faire ça. Il faut résister à l'autopromotion. Dès qu'on arrête quelqu'un, parce que ça crée une genre d'hystérie publique qui escalade le conflit, parce que le public pense que le problème est pire qu'il ne l'est. Il faut un comportement équitable de la police, pas de sévices, stigmatisation, le profil. Il y a un profil en fin de compte, mais ce que je vous ai expliqué, c'est un profil subjectif. C'est-à-dire que ces gens-là pensent qu'ils sont des soldats qui protègent leur communauté, qui défendent leur communauté. Mais il n'y a pas de profil objectif. C'est-à-dire que le profil vient de l'échantillon qu'on parle là. Et l'échantillon en France sont des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de boulot et tout ça. Nous, aux États-Unis, c'est pas du tout ça, notre échantillon, parce que la communauté musulmane, c'est presque une communauté d'élite aux États-Unis, parce que nous, les musulmans qu'on a acceptés aux États-Unis dans les années 70-80, c'était des ingénieurs, des médecins et des universitaires. Simplement après les années 90 qu'on a commencé à accepter des réfugiés politiques. Alors, vous voyez, nous, nos profils sont très différents à cause de ça, parce que quel est l'échantillon avec lequel on a. La justice, les lois et les procédures doivent être justes et équitables. Je sais qu'en France, aux États-Unis, on a un terme qui s'appelle fairness. Et donc, on peut dire « This law is not fair ». C'est intraduisible en français. Cette loi n'est pas juste. Vous voyez, c'est cette conception que votre vocabulaire vous empêche quelquefois de voir des problèmes que vous avez. Donc, une justice procédurale, impartiale, transparente, avec des punitions équitables, et la vigilance contre les biais du parquet qui veut gagner à tout prix, et des juges qui s'identifient avec les magistrats, parce que c'est vraiment... Il y a très peu de juges qui viennent d'avocats de la défense. Alors qu'aux États-Unis, on en a quelques-uns, très peu, mais la plupart sont encore des prosecutors, des district attorneys. Et ces mesures sont, en fin de compte, les mesures de la démocratie libérale. Alors, les gens me demandent la réinsertion, la réaffiliation individuelle dans la société. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé aucun programme de d'éradication qui est vraiment efficace. Pourquoi? Parce qu'on n'en a jamais testé un. On n'a jamais évalué d'une façon scientifique ces programmes, ces interventions. C'est ce que je dis là au centre interministériel, tout ça. Bon, ils m'écoutent un peu, mais ils disent que je suis tout de même américain et que je vote pas en France. Même un citoyen français qui vote ne serait pas écouté. Hein. Voilà. Bon. Je confirme. De confirmation, d'accord. Engager la personne dans l'arène politique, à minima écouter ses revendications, c'est une forme de respect. L'encourager à s'engager dans des revendications légitimes dans la politique domestique ou étrangère de son pays. C'est-à-dire, si jamais ils veulent pas qu'il y a des musulmans qui meurent en Syrie, ils peuvent protester, ils peuvent faire un peu de l'humanitaire, mais pas le genre d'aller là-bas, d'être soldat, et puis après revenir ici, dire « Oh, on était simplement humanitaire,
Jusqu'à maintenant, des revenants, il n'y a pas un seul qui était soldat. Là. Ils étaient tous ou infirmiers ou je sais pas trop quoi. Administratif. Comment? Administratif, voilà, exactement. Bien sûr, soutien socio-psychologique, économique, si jamais il y a besoin, mais surtout lui trouver un environnement, un réseau où cette personne peut se sentir libérée d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on l'accepte pour ce qu'elle est. Pas pour, il faut que tu sois ça, il faut l'accepter. Et libre de s'expliquer. Et là, il faut un peu éduquer la société, qu'il faut accueillir ses membres errants. L'idée, c'est quand une brebis s'égare, il faut la ramener au troupeau et pas l'abattre ou pas lui faire un genre de lavage de cerveau pour faire partie du troupeau. Tu dois être laïque, tu dois être blablabla, et ainsi de suite. Cette brebis est française et doit être réintégrée au groupe français. Peut-être introduire des savants islamiques légitimes pour, du point de vue du sujet, la personne là, qu'on essaye de réinsérer dans la société, qui ont donc ces savants islamiques qui ont une crédibilité et peuvent transmettre l'héritage complet de l'islam et non une interprétation toute petite néo-djihadiste de ce que veut dire être musulman, sans éviter des discussions sur la politique et la persécution des musulmans qui est réelle dans le monde. Et c'est la première chose qu'ils veulent parler. Bon, on peut parler de Palestine, on peut parler de ce qui se passe au Moyen-Orient et tout ça, mais sont des gens, et en fin de compte, beaucoup dans la politique française sont d'ailleurs contre ce qui se passe un peu dans... C'est pas contradictoire. Et bien sûr, tester ce programme avec des groupes de contrôle pour établir leur utilité. Le tout, il faut tester, il faut tester, il faut tester. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai mis du temps. Hein. Oui, c'est complet. Bon, d'accord, merci. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer des emails, c'est mon email. On fait comment on dit 2 mots pour lancer le débat ou, Ok. Alors, d'abord, merci pour cette somme incroyable de travaux, parce que on voit toute la richesse quand on voit tout le background et toutes les références que ça amène pour construire ce modèle-là. Je trouve que c'est exceptionnel d'avoir fait ce travail dans la dentelle. Donc d'abord, là, je suis extrêmement impressionnée par cette somme, en tout cas. En fait, de manière très égoïste sur les préoccupations françaises, finalement, je reviendrai simplement sur ce que vous recommandiez à la fin, et notamment sur cette question d'isoler les gens violents de la communauté de revendication. Et j'ai l'impression que pour l'actualité française, on est au fond dans ces questionnements autour de ce qu'on a mis dans ce mot valise de revendication religieuse, en tout cas de radicalisation religieuse ou radicalisation violente, ce qui, effectivement, je comprends pourquoi vous avez échappé à ce genre de mots qui voilà, hein, qui est justement peut-être plus la référence à des stéréotypes qu'à une quelconque réalité. Mais j'ai l'impression que ça soulève justement cette question du salafisme en France. Comment on doit travailler cette question-là, dans le sens où on fait effectivement cette espèce de différenciation entre un socle salafiste avec d'un côté des quiétistes, voilà, qu'on étiquette quiétistes, et puis de l'autre côté le salafisme djihadiste qui a au fond effectivement certaines bases communes, mais de manière au fond très différente. Est-ce que vous pensez au fond que aujourd'hui, lorsque l'on essaye de fermer certaines mosquées salafistes quiétistes, au fond, est-ce que c'est une erreur qui se paye parce que dans cette communauté de revendication, elle peut être ressentie comme une maltraitance d'État d'une manière ou d'une autre? Oui.
C'est vrai qu'en France, il y a une peur affreuse du salafisme. Moi, étant américain, on a beaucoup de communautés religieuses qui sont plus ou moins fermées, comme les Amish et tout ça, que on les laisse tranquilles, ils nous laissent tranquilles, quoi, c'est tout. Je sais même pas s'ils votent, mais ils ont de très bons produits alimentaires, et donc les gens y vont parce que, bien sûr, ils sont en Pennsylvanie, quand ils sont en Pennsylvanie, Ohio, tout ça. Et moi, je vois les salafistes un peu comme les Amish. C'est-à-dire que oui, c'est un mot que, quand je reviens en France de temps en temps, qui n'existait pas il y a 30 ans, communautarisme, c'est un mot nouveau que j'ai dû apprendre, et c'est un mot qui fait peur. Mais les gens ne comprennent pas qu'ils créent ce communautarisme et que moi j'essaye d'éliminer ce genre de truc en disant que tout le monde fait partie, tout le monde est français, que on est un salafiste français et tout ça, qu'on vote ou non, ils sont tout de même français. Et pour moi, fermer une mosquée salafiste qui simplement parce que ils sont pas d'accord avec la démocratie, ils veulent pas voter, ils veulent s'habiller d'une autre manière, ils veulent manger d'une autre manière. Et alors, ils sont français. Ils deviennent violents, c'est différent. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de djihadistes qui sont passés par le salafisme. Très très peu. Normalement, ils vont directement au néo-djihadisme et les deux communautés se disputent comme, si jamais on voit les réseaux sociaux, ils s'engueulent tout le temps. Et c'est assez marrant de voir ça, que ce soit en français ou en anglais, ils le font des deux. Les djihadistes traitent les salafistes de gens qui font allégeance à l'Arabie Saoudite, et donc leurs imams sont des dollar scholars, comme on dit, donc des gens payés par un gouvernement pour faire le lavage du cerveau et ne pas être violents. Et les djihadistes disent que c'est eux qui sont les seuls vrais musulmans. Mais en fin de compte, les salafistes sont vraiment contre les djihadistes, très très contre. Je vois pas tellement de chemin croisé. Je sais que Bernard Rougier pense qu'il y a beaucoup de chemins croisés, mais j'en ai pas vu dans les données françaises. Non, et je regarde, voilà. Alors, si je puis me permettre simplement sur cette question-là, c'est que, y compris que lorsque l'on regarde d'un point de vue, si on fait du human mapping, on voit bien que les foyers salafistes historiques français ne sont pas du tout les mêmes foyers que là où on a des foyers de djihad, voilà. Donc, je crois que quand même, c'est compliqué de démontrer ça au sein de... Alors, on est d'accord. Absolument. Ah, d'accord. Bon. Merci alors de la question. Tu veux... Ouais, je veux dire deux mots aussi. Oui, comme j'ai lu le livre, j'ai eu le plaisir de t'inviter avec... oui, mais tu m'as invité Laurent avant que tu le livres. Oui. Tu regrettes, il faut toujours être prudent. Hein. Ça montre d'ailleurs que les formes d'engagement ne sont pas linéaires. Hein. C'est pareil pour l'engagement vis-à-vis des potes ou des collègues universitaires. Hein. Bon. Moi, j'ai pris beaucoup d'idées pour préparer mon propre prochain livre, donc j'avais pas de cadre vraiment, donc je suis toujours à la recherche des gens qui ont des meilleures idées pour essayer de l'échanger un petit peu et faire croire que ce sont les miennes. Donc c'est une technique que je vais utiliser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est la meilleure forme de flatterie, merci. Voilà. Non, c'est vrai, il y a énormément de choses. Bon, d'abord, c'est la dimension contextuelle, l'analyse contextuelle, on va traverser les contextes et donc à partir du fait qu'on compare différents contextes, on arrive à d'autres formes de généralisation, c'est très important. L'idée d'escalade aussi, donc c'est des processus. On n'a pas des couples statiques, mais on a des couples dans lesquels il y a des processus, puis il y a des formes de chocs exogènes qui activent des processus entre les deux parties prenantes, etc. Je trouve ça extrêmement stimulant et utilisable par d'autres également. Hein. Bon, voilà. Et pour pas être trop long, je rajoute une troisième chose là-dessus. Continue, j'aime ça. Il y
Bon, ce qui est, du point de vue des réponses, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de faire passer le message, mais je pense que c'est un échec, que les réponses ne sont pas techniques. C'est-à-dire que, étant donné que le terrorisme ou la violence politique est une question politique, la réponse est politique. Voilà. Je pense que c'est vraiment un message très important et très fort, et je sais très impossible à faire accepter au gouvernement parce qu'en fait, ils cherchent des mesures techniques. Ou médicales. Voilà, sur quel bouton on va pouvoir appuyer. Bon, donc l'idée de faire une analyse globale d'un phénomène politique pour ensuite décliner une stratégie, bon, c'est ce qu'on ne connaît pas. On n'a pas ça. Donc je trouve vraiment très intéressant d'essayer de favoriser la prise de conscience de la dimension politique des phénomènes de violence. Bon. Et je pense que ça s'appliquerait d'ailleurs aussi à la violence quotidienne. On pourrait avoir le même type d'approche. Bien, c'est possible. Il y a un autre point qui est très important, c'est la relation à l'État. Bon, alors c'est un peu une tautologie, parce que quand tu fais un livre sur la violence politique, tu dis qu'elle se construit dans la relation à l'État. Ben oui, pourquoi? Parce que l'État, c'est la politique. C'est-à-dire, si on prend les sociétés sans État, c'est ce qu'a fait les anthropologues comme Pierre Clastres, c'est des sociétés sans politique. Donc là, on a un peu un problème les deux termes sont synonymes, finalement. La violence politique, c'est une violence par rapport à l'État. Mais ça reste, malgré tout, très important, je trouve, dans la dynamique, de voir comment l'État peut provoquer ou augmenter les difficultés. C'est-à-dire que l'État, c'est pas celui qui vous soigne quand vous êtes malade, c'est peut-être celui qui vous rend malade. Hein. Donc il y a cette double fonction. Si la police est utile, elle peut faire bien ou elle peut faire mal. Soit elle n'a pas de rôle, soit elle a un rôle. J'ai pas dit ça. Non. Vas-y, continue. Voilà. Donc non, et cette relation à l'État me semble essentielle et dans la constitution des identités et dans la constitution des identités violentes. C'est très difficile de devenir violent sans se confronter à l'État dans nos sociétés complexes. Donc c'est très difficile de penser la violence sans l'État. Pourtant, il y a pas mal de gens qui ont essayé de le faire, à mon avis. Il y a deux points maintenant sur lesquels j'ai plus de questions à te poser. D'abord, c'est vrai que moi je suis un politologue, je viens pas de la médecine. Donc je dis l'idéologie c'est très important. Et là, je vois que tu fais beaucoup d'efforts à l'oral, et d'ailleurs très, très bien fait, et puis dans le livre également, pour expliquer la séparation entre la politique et l'idéologie. Et c'est, je pense, qu'il y a un point qui peut se discuter. Et tu as très bien résumé, je trouve, ton point de vue en une phrase, en disant qu'on voyait bien que différentes idéologies aboutissaient à la violence, et donc c'est pas une question d'idéologie. Moi, j'aurais dit la même chose que toi. Différentes idéologies aboutissent à la violence. Et c'est bien la preuve qu'il en faut une. C'est parce qu'en fait, il y a toujours une idéologie dans les systèmes de confrontation collective. Où j'aurais proposé, disons, à soumettre à des tests empiriques, cette idée-là, qu'en fait, il faut une idéologie. Et je trouve que dans le raisonnement que tu fais, à un moment donné, par exemple pour la France, c'est un cas d'espèce, mais tu expliques que l'identité sociale française est plus idéologique que d'autres. Donc comment ça rentre dans ton schéma? C'est-à-dire que si une identité sociale est idéologique, comme l'identité sociale est à la base de tout le raisonnement, comment l'idéologie ne peut pas être un élément actif du déclenchement de violence politique? Et alors, tu vas pas parler du chapitre sur la France, sur la Révolution française, mais j'ai la même interrogation. C'est-à-dire que tu prends le déroulement des événements, alors on connaît tous plus ou moins bien les processus qui mènent à la Révolution française, et on voit que ces événements, effectivement, sont un enchaînement d'événements non anticipés, non planifiés, qui aboutissent à un chaos. Mais maintenant, si tu les regardes les journées qui aboutissent à la prise de la Bastille, même l'abolition des privilèges, la discussion chaotique qui aboutit finalement à l'abolition des privilèges. Donc ça, cette histoire événementielle, on la connaît, mais il y a d'autres qui ont proposé une histoire des temps longs. Par exemple, Braudel, pour les civilisations. Et on peut se faire la même idée pour la politique. C'est si tu prends en 1649, les Anglais ils décapitent leur roi. En 1789, on fait pareil. Et on le fait 93. Au nom de 93, voilà. 89, on prend les affaires en main. 93, on termine le processus. Donc, on a à ce moment-là peut-être une lecture qui renvoie à l'idéologie. Qui a imaginé un monde
sans la souveraineté du roi, remplacée par la souveraineté du peuple. Moi, je dis, il y a une idéologie, et il y a un certain nombre d'intellectuels, notamment français, mais pas uniquement, et hollandais, qui ont pensé la souveraineté du peuple. Et ça, c'est révolutionnaire. Et ça, comment aller remplacer la souveraineté du roi par la souveraineté du peuple, sans trouver une manière de trancher la tête du roi. Alors, les Anglais l'ont fait une fois, ils n'ont pas eu besoin de le faire pour la deuxième révolution, je suis d'accord. Mais j'imagine pour moi qu'il y a quand même une idée, et donc une idéologie, donc un système de représentation des relations entre le pouvoir et le peuple qui conduit la violence politique. Pas qui conduit chacun des événements, mais qui en forme le cadre. Voilà. Donc ça, c'est le point principal, que si tu peux nous dire comment tu ressens ce que je propose, enfin les points que j'indique. Avec cette, je rajoute un autre élément, mais cette fois-ci sur les identités sociales. Bon, c'est vrai qu'il y a ces identités sociales, on voit qu'elles sont importantes, mais qu'est-ce qui les active? Je pense qu'il y a une séparation entre l'identité sociale et l'activation de l'identité sociale. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont actives? Dans la comparaison entre la France et l'Allemagne, par exemple, chez les jeunes adolescents, on voit que la France va, on va dire, intégrer plus que l'Allemagne. C'est-à-dire que les immigrés qui arrivent, les nouveaux immigrés qui arrivent en France, ils vont plus souvent se dire qu'ils sont français que les immigrés qui arrivent en Allemagne. Donc du point de vue de l'identité, ils vont accepter, en tout cas dans les enquêtes, de s'identifier à la France. Mais par contre, en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, le clivage entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent est plus fort. Donc il y a deux sortes de double phénomènes. Il y a le fait de reconnaître la France comme étant un cadre pour son identité. Ça se fait plus souvent en France qu'en Allemagne. Mais par contre, la séparation entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas est plus nette et plus clivante en France qu'en Allemagne. Donc je dirais qu'il y a deux éléments. Il y a un élément d'adhésion, un sentiment d'appartenance, comme dirait Émile Durkheim, et ensuite l'effet social de l'identité dans la relation. Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres éléments à prendre en compte autour de l'identité sociale. Bon, voilà les deux points que je voulais souligner. J'en souligne un autre au passage, un troisième, mais qui ne compte pas. C'est sur le caractère public de la formation des identités. C'est une chose qui avait déjà été dite par Bloomer, qui a déjà été dite par d'autres, mais je trouve que c'est très important de voir que les identités sociales se construisent dans la discussion publique. C'est quelque chose de très simple et en même temps, ça me paraît fondamental de bien le percevoir. Il y a les fondements collectifs et publics de l'identité sociale sont une évidence qu'on a sous les yeux, mais qui n'est pas forcément prise en compte pour analyser les problèmes. Et je m'arrête là. Ok. Très bon commentaire, très bon commentaire et bonne question. Alors d'abord, là n'était pas une question, mais c'est un commentaire, c'est la relation à l'État et la constitution d'une identité violente. Tu vis dans un État weberien ici. C'est-à-dire que l'État a le monopole de la violence légitime sur un territoire. Pas tous les États sont comme ça. Par exemple, les États-Unis. Nous, on a une violence politique qui n'est pas vis-à-vis de l'État. On a des lynchings, donc les Blancs et les Noirs. Et je suis en train de travailler sur un livre sur la violence politique aux États-Unis, les 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale, donc qui inclut le KKK, qui n'est pas contre l'État, qui est contre une autre population, mais c'est toujours sur une base d'identité. Donc ça n'a pas toujours à voir avec l'État pour que ça soit politique. C'est pour ça que ce sont des communautés. Pour moi, la politique, comme j'ai expliqué dans mon livre, c'est quelque chose qui est en relation avec une grande communauté, donc police grecque. Mais par exemple, que ce soit le Yémen, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit des États où tout le monde a des armes, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a une violence entre communautés qui n'est pas... Mais c'est difficile de le voir d'un État vraiment weberien comme la France, qui a un monopole de violence politique. Moi, mon idée d'identité et d'idéologie, l'idéologie forme partie de l'identité dans certains groupes, surtout comme la France. Dans d'autres, beaucoup moins. C'est-à-dire, les gens pensent qu'ils font partie d'un même groupe,
quelquefois, c'est parce qu'ils ont des ancêtres similaires, comme les Pashtuns, par exemple. Pashtun pense que originellement c'est la tribu juive qui s'est perdue, et ils sont devenus Pashtun, et plus tard, plusieurs siècles, millénaires plus tard, ils sont devenus musulmans. Mais c'est assez intéressant de voir ça quand je parlais aux Afghans. Ils me disaient toujours c'est ça, et donc ils pensaient qu'ils avaient cette communauté sans vraiment idéologie, mais par le sang. Et c'est pour ça qu'ils étaient différents des Tadjiks, ils étaient différents des Ouzbeks en Afghanistan. Mais si jamais il y avait un étranger, ils se définissaient tous en contraste avec l'étranger, donc ils étaient tous afghans. Mais entre eux, jamais. La même chose en Irak. Quand je demandais à un Irakien, c'est quoi vos héros? Parce qu'on peut le savoir, ça. Au 19e siècle, en Europe, il y a eu toute une propagande mythologique pour créer une nation, pour créer la nation française, et comme la nation allemande, et ainsi de suite. C'est un peu la même chose. En Irak, il n'y avait pas de héros national. J'avais demandé et Saladin, Salahuddin. Ah non, il était kurde, il ne peut pas être irakien. Haroun al-Rachid, ah non, il était sunni, il ne peut pas être... Il n'y a pas d'identité commune, et moi je pensais que il y a trois communautés très divisées et c'est très difficile. Ils font un travail de créer cette identité commune. Pas tellement idéologique, mais l'idéologie, c'est un peu la propagande, le genre de lavage de cerveau qu'on a ici en France sur Jeanne d'Arc, et puis bien sûr, il y a eu Napoléon et tout ça. Napoléon est détesté dans tous les pays sauf la France. La France, c'est un grand homme, mais c'est un tueur, mass murderer. Non, parce que tu as vécu aux États-Unis, tu as vécu en Angleterre, tu vois très bien que c'est pas du tout... Pareil pour Attila. En France, Attila est un bourreau, mais alors, en Hongrie, c'est un héros national. On a le même phénomène. Exact. Donc, c'est un peu ça que l'appartenance peut être idéologique, comme par exemple un communiste, c'est vraiment, tu fais partie de l'idéologie, mais en fin de compte, beaucoup de fois, c'est des copains. Et quant à la violence... L'idéologie disparaît un peu, c'est-à-dire que dans les tranchées, c'est plutôt les soldats se battent pour eux-mêmes, pour ne pas laisser son copain, comment dire, not to let their friends down, their buddies down. Pour pas les laisser tomber. Pour pas les laisser tomber, c'est ça. Et quand on parle d'idéologie, on est tout de suite, on est regardé d'une façon un peu bizarre dans les tranchées parce que non, on se bat pas pour ça, on se bat, je me bats pour toi, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça que moi je vois la primauté du groupe sur l'idéologie, c'est un peu ça quoi. Mais en France, surtout en France, on construit son identité à partir d'une idéologie de ce que ça veut dire d'être français. Alors que moi, je vois ça d'une façon beaucoup plus empirique. Je demande aux gens comment ils se conçoivent. Et beaucoup de fois, il y a pas tellement d'idéologie, mais en France, il y en a une. Ce qui est intéressant, c'est que de ce côté-là, la France est une exception. Il y en a moins en Allemagne, en fin de compte. Et tu as complètement raison, là. Parce que l'Allemagne n'était pas un pays qui a été reconstruit autour d'une idée, mais autour du sang. C'est vraiment et même la citoyenneté allemande se fait sur le sang et pas sur le fait qu'on soit né en Allemagne. Donc c'est un peu les conceptions changent, mais la conception du groupe, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tellement la définition de ce qu'on est, c'est comment le groupe se conçoit, comment les gens se conçoivent dans ce groupe. Et donc, ça répond aussi à ta deuxième question, cette identité sociale. Pour moi, c'est une identité sociale empirique. Quand je demande aux gens et quand je leur dis, mais comment vous concevez-vous, vous Français? Et c'est assez intéressant de voir que les Français se conçoivent autour d'idées, alors que beaucoup de pays, non. Même quand tu parlais de la Révolution française, cette idée de souveraineté du peuple, qu'est-ce que tu penses que c'est, cette souveraineté du groupe sur l'individu?
Et d'ailleurs, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'individu et le groupe dans l'idéologie française, qui crée énormément de problèmes pour la France, parce qu'en fin de compte, il faut bien sûr des intermédiaires, que ce soit représentant d'une république, et ainsi de suite. Alors que cette idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ça conduit au désastre. Ça conduit au totalitarisme, je trouve. Donc, c'est un peu comme ça que je te réponds. Pour moi, c'est plutôt une façon empirique de voir les choses et je demande comment les gens se conçoivent. Alors, moi, j'ai peut-être, en tout cas, un petit commentaire et puis une autre question derrière. Alors, d'abord, j'ai trouvé que le concept de néo-Oumma global, elle est vraiment bien vue et je me dis que, notamment sur les questions de contre-discours ou discours de prévention entre la communauté imaginée et puis la communauté réelle, où on voit justement depuis mon clavier, puis en fait, une fois que j'arrive à Raqqa, il se passe plus du tout les mêmes choses et les gens que je suis venue sauver, c'est en fait du coup ça se passe pas du tout comme prévu. En tout cas, où il y a cette confrontation. Et alors, je trouve par exemple en France où justement on a une focale très importante sur la question de la Palestine, et je trouve toujours très étonnant que on oublie, que reste en creux l'idée quand même que le djihad sunnite n'a absolument pas sa place en Palestine. Voilà, que le front militaire n'est absolument pas l'apanage de l'État islamique ou de Al-Qaïda, ou en tout cas de toutes ces obédiences du djihad sunnite. En tout cas, du coup, je trouve ça toujours assez intéressant et je trouve que c'est remarquable cette différence entre la néo-Oumma globale dans cette espèce de communauté imaginée et finalement des informations en quasi-contradiction par rapport à ça. Le deuxième aspect où je me suis dit, quand on a commencé à avoir les grosses propagandes pour faire la hijra dans le néo-califat, c'était assez intéressant aussi de pouvoir imaginer la société irakienne, qui est quand même une société extrêmement xénophobe, y compris les Jordaniens, c'est vraiment pas, c'est pas des Irakiens et c'est encore moins dans les clans. Enfin bon, c'est vraiment pas une société du tout ouverte et où on peut finalement par ces liens justement de sociabilité, voir en tout cas où on pouvait s'imaginer assez rapidement que ça coloniserait plutôt les territoires perdus du côté syrien, mais que en tout cas si on avait des combattants étrangers du côté irakien, c'était dans un très court terme et plutôt du suicide bomber. Donc en tout cas ça c'était un premier élément où je trouve très très éclairant ce côté global, comme si tout était pareil alors qu'il y a du local de l'autre côté et que bon, en tout cas je trouve ça très très intéressant, notamment sur le contre-discours. Et puis la deuxième chose, donc ça c'est plutôt une question, c'est sur le modèle que vous avez élaboré. Si je reprends ce qui me semble être un peu la datation de l'émergence du djihad moderne avec la prise d'otage de Médine dans les années 80, où les Français du coup étaient, le GIGN est venu en renfort pour travailler sur cette crise. Est-ce que vous pourriez réussir, alors je sais pas, c'est peut-être un peu lourd, mais à nous décrire au fond dans ces différentes étapes d'une phase de revendication, d'une élaboration d'une communauté avec un certain nombre de revendications politiques. Est-ce que vous pourriez en tout cas nous éclairer sur le modèle que vous avez élaboré sur la naissance du djihad moderne ? Alors, ce que vous demandez là, c'est la prise de la Mecque ? Oui. En 79 ? Oui, en 79, oui, tout à fait. Ok. Alors, sur la Palestine, malheureusement, t'as tort. Il y a maintenant des groupes djihadistes, surtout à Gaza, il n'y en a pas tellement dans le West Bank,
Et d'ailleurs, ils se font éliminer par Hamas, parce que ce sont des grands rivaux de Hamas, mais il y en a qui sont beaucoup plus extrémistes. Et d'ailleurs, on fait un peu allégeance d'abord à Al-Qaïda, quelques-uns maintenant à l'État islamique, et Hamas essaye de les éliminer, parce que... donc, il y a un peu ça, même en Palestine. Sur la naissance ben, j'en avais parlé dans mon premier bouquin, ça. C'est mes 2 premiers chapitres où, en fin de compte, il y a... C'est d'abord l'échec de plusieurs choses. D'abord, et là, je suis un peu d'accord avec Burga. François Burga, c'est un peu, je trouve qu'il a raison là dans son mécanisme. Quand je dis à long terme, je dis pas à long terme d'une façon brodélienne, mais à long terme, 40 ans, 50 ans, quoi. Ça vient du colonialisme. Après, cette idée socialiste, indépendantiste, un peu foirée, quoi. Et de là, et surtout après... 67, la guerre de 67, qui était une humiliation pour tous les pays qui ont participé, sauf bien sûr Israël. Ça a montré l'échec de ce panarabisme socialiste. Et de là, c'est là qu'a donné vraiment une poussée d'abord aux frères musulmans et à cette notion que simplement l'islam, c'est le seul côté non corrompu du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que l'État islamique était différent, était très différent d'Al-Qaïda, était différent d'autres choses. L'État islamique était un peu comme l'État d'Israël avant 67. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de Juifs qui sont partis en Israël pour faire l'Aïa, parce que c'était... ils voulaient créer un nouvel État, un État pur, un État comme le paradis presque. Et puis après 67, quand ils commençaient à occuper maintenant du territoire palestinien, ça a commencé à diminuer cet attrait vers l'État israélien. L'État islamique, c'est un peu la même chose. Quand moi quand la plupart de mes expertises, que c'est moi normalement le témoin expert dans la plupart des procès terroristes américains, j'ai accès à tout le dossier. Et le dossier, la plupart du truc, c'est les communications électroniques entre les accusés et leurs copains qui sont alors à Raqqa ou qui sont en Égypte, tout ça. Et la plupart des questions est-ce que ce sont des vrais moujahidines? C'est-à-dire que, je traduis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'État islamique est un État pur? Est-ce que c'est ce qu'on pense? Parce que dans la plupart des médias de l'Ouest, on dit, on monte la torture, on monte tous les trucs négatifs, mais eux, ils pensaient que c'était d'ailleurs un État très pur. Et c'est ce genre de question qui revient dans presque tous les cas dans les dossiers. Et on voit que c'était l'attrait. Et ça, c'était des gens qui ne connaissaient personne dans l'État islamique. La grande différence entre la France, c'est que la France, il y a 1 ou 2 types qui sont partis du quartier, et puis après, ils renvoient des photos d'eux-mêmes avec la grande piscine, le 4x4, la Kalachnikov, et puis les types dans les quartiers qui voient cette photo sur Twitter, ou les social media, il dit merde, qu'est-ce que je fais ici, le type là-bas, au moins il faut... Alors, il y avait une attraction assez forte en France ou en Belgique, parce que il y a rien à faire ici, que là-bas, alors qu'aux États-Unis, c'est encore un cas beaucoup plus pur, parce qu'ils connaissaient personne. Alors, il n'y avait pas ce côté personnel qui bien sûr donne une crédibilité aux sources, c'est-à-dire le type avec la photo. Et aux États-Unis, c'était autre chose. Ils demandaient, est-ce que c'est un vrai État islamique? Est-ce qu'il y a de la corruption comme il y a? Ils disaient, non, ce type-là, il essayait de montrer ça, bon, on lui a coupé les mains, quoi, pour montrer que même un chef était d'ailleurs responsable. Et c'est pour ça qu'il y avait...
énormément de personnes qui sont parties en Syrie. Comparé en Afghanistan, il y avait très peu en fin de compte. Mais par exemple, en Syrie, il y en avait énormément, quoi. 30 000, 20 000 presque Européens, plus les Tunisiens qui étaient presque 10 000. L'attrait était assez fort. Et bien sûr, quand ils ont commencé à s'entretuer, ce qui a vraiment tué ça, c'était que l'État islamique a commencé à se battre contre tous les autres organisations djihadistes, que ça soit Jabhat al-Nusra. ouais, Jabhat al-Nusra, c'était simplement un seul, une demi-douzaine. Et de là, les gens, ils étaient confus, ils sont là, mais alors, pourquoi on se bat pas contre Assad? Pourquoi ce type-là? En fin de compte, c'est nos copains et tout ça. Et de là, on voit déjà en 2015 la tombée. Si jamais on voit la pente, ça commence en 2013. Il y a une accélération en 2014 et même la première partie de 2015. Et puis après, c'est presque précipitamment. Donc, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est un peu dans le mouvement. Si jamais on commence au 79, ça a donné quelques idées, mais en fin de compte, c'est plutôt l'Afghanistan c'était le rêve que les djihadistes ont conquis les soviétiques, alors que c'est complètement faux. Il y avait simplement une toute petite bataille, 20 hommes sur 20 hommes, à Djadji, à Lihel, en avril 87. Et c'est la seule bataille où ils sont combattus comme des étrangers. Autrement, ils étaient un peu dispersés chez les Afghans, mais c'est vraiment les Afghans. Il y avait 200 000 Afghans qui se battaient. Il y avait une centaine d'étrangers qui se battaient avec les 200 000. On voit très bien qui est-ce qui a gagné la guerre là-dedans, mais comme les Afghans n'ont pas écrit une histoire de la guerre de l'Afghanistan, qui n'a toujours pas été écrite, cette guerre qui est très importante, mais c'est pour ça que les djihadistes ont pu dire « Ah non, c'est nous qui avons gagné », et en fin de compte, ils ont pas fait grand-chose. Mais de là, ça a créé leur réputation. Une fois qu'on les a un peu tapés sur la tête, pour ceux qui sont revenus chez eux, la plupart du temps, ils ne pouvaient pas revenir chez eux. On voit déjà l'escalation là entre surtout les États-Unis qui ont imposé un embargo en Irak, et ça a beaucoup frappé les gens. Et puis après, quand ils ont essayé de faire des choses contre les États-Unis, d'abord en 92, c'était un attentat au Yémen, et puis on voit très bien l'escalation entre les bombardements et tout ça jusqu'à moi, quand je suis à la Maison-Blanche, on me dit, pourtant, le 11 septembre, il n'y a pas de provocation. Je dis, ah non, il y avait 10 ans de provocation. Mais eux, ils comprennent pas. C'est comme je dis, à partir du groupe, on voit jamais sa violence propre, mais on comprend toujours la violence de l'autre. Mais pour nous, le 11 septembre a changé la donne, et bien sûr, il y a des millions d'Américains qui étaient très patriotiques, qui ont joint l'armée, qui ont joint tous les services de sécurité, et qui cherchent toujours des djihadistes. On n'a jamais... et avec Trump, on le fait encore.